Ça, on a Voilà, il est beau. Jean-Yves Vialton qui nous rejoint. Bonjour Jean-Yves. Bon, je pense on peut commencer. On est assez nombreux. Donc, bienvenue à tous à cette présentation du Centre Racine, qui est consacré aujourd'hui à un petit ouvrage, Tout sur Racine ou presque, aux éditions Court Toujours, qui est sorti en novembre 2025, et pour lequel nous avons aujourd'hui à la fois l'autrice et l'éditrice pour nous en parler. Donc, on va faire comme on fait d'habitude dans ces rencontres. Je vais présenter rapidement les intervenants. Et ensuite, je vous laisserai la parole, hein, à toutes les deux pour nous présenter un peu le projet éditorial et plus globalement le projet éditorial et plus en particulier l'ouvrage. Puis quelques questions-réponses pour terminer, hein, dans un format qui est toujours de 45 minutes, 1 heure maximum. Donc, euh, pour, euh, euh, pour aller vite. Donc, très rapidement, donc, Martine Pichard, donc, qui vient de nous rejoindre, qui est l'auteur, qui avait été déjà l'auteur de Tout sur La Fontaine ou presque, qui est sorti en mai 2019 et qui a connu 3 rééditions, si je ne me trompe pas. Vous allez en parler mieux que moi. Vous êtes professeur de lettres au lycée Jean de La Fontaine à Château-Thierry, ce qui explique probablement le début du projet, mais vous allez me le dire. Vous êtes passé aussi Mhm, par le collège brièvement avant, et j'ai regardé notamment un collège Jean Racine, hein, si je ne me trompe. tout à Donc, fait. je ne sais pas si vous choisissez vos objets d'études en fonction de vos écoles ou l'inverse peut-être. Et vous travaillez peut-être encore au service éducatif du musée Jean de La Fontaine, et dont vous êtes vraiment spécialiste, hein. Et vous organisez par ailleurs chaque année un colloque Jean de La Fontaine avec de nombreuses conférences, y compris des conférences pour les tout petits, hein. J'ai vu ça sur les interventions aux enfants. Dominique Brisson, qui nous a rejoint aussi, vous êtes à la fois écrivaine et éditrice, hein. Vous avez fait des études de lettres, de cinématographie, ensuite une trentaine d'ouvrages, documentaires, romans, pour adultes et pour la jeunesse. Et vous avez lancé donc en 2012 les éditions Court Toujours. Et donc vous allez nous en parler davantage. Donc je vous laisse tout de suite la parole pour entrer dans le vif. Peut-être Dominique d'abord pour une sorte de panorama sur les éditions Court Toujours et sur le projet. Et ensuite on arrivera à Martine. Donc je vous laisse la parole et vous me dites quand vous voulez changer d'image et je vous change les images D'accord. directement. Ok, merci. Donc bonjour à tous. Cours Toujours en effet est une maison d'édition littéraire qui est installée dans le sud de l'Aisne. Ceci expliquant peut-être aussi pourquoi le premier volume euh, de la collection Tout sur ou presque que vous voyez, dont vous voyez le dernier là, à l'écran, a commencé par La Fontaine. On s'intéresse à la littérature contemporaine via des romans. Et puis à la littérature classique, comme vous le voyez, en cherchant un petit peu peut-être à rendre ces grands écrivains patrimoniaux. Les autres titres ont porté sur, vous en connaissez donc déjà deux, ont porté sur Colette, les Claudel, Dumas et Jules Verne. On essaye de rendre, alors c'est une collection adulte, mais qui s'est avérée finalement intéressante pour les lycées et les CDI. On a découvert que en fait c'était important pour les documentalistes d'avoir ce genre d'ouvrage qui essaye d'un petit peu moderniser l'image de ces écrivains séculaires et qui essayent aussi, qui travaillent aussi sur la lecture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un ouvrage, et parce que justement, ce sont des thèmes, des sujets, des personnes, des écrivains qui ont suscité beaucoup d'éditions.
il nous semblait important de faire preuve un petit peu d'originalité et de travailler justement sur la lecture d'aujourd'hui, qui, paraît-il, est une lecture en baisse et pour nous adapter aussi à toutes sortes de lecteurs. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire, sont des ouvrages qui sont denses en contenu, mais qui sont accessibles. On essaye, et j'espère que c'est le cas, de faire de la vulgarisation de qualité à travers des objets qui sont des jolis objets. Voilà pour le contexte. Alors effectivement, je vous parlais d'originalité. Le fond, je vais le laisser à Martine. Martine, donc je me suis adressée avec elle il y a quelques années, justement, à elle il y a quelques années, parce que effectivement, elle avait toute sa connaissance de La Fontaine, et on a fait notre galop d'essai de la collection ensemble. Alors c'est justement une collection. Une collection, c'est quand même un moule qui évidemment se répète. Et ce moule-là, pour ce moule-là, j'ai choisi la forme des miscellanées. Qui sont donc, va vous en montrer quelques exemples et vous pouvez peut-être mettre le premier, Monsieur Allonge. Et donc, c'est une façon d'aborder les sujets à partir de doubles pages qui peuvent rassembler dans leurs colonnes toutes les différentes facettes. Voilà, vous avez cet exemple-là, par exemple. Vous voyez que sur cette double page, il y a une demi-douzaine de sujets et qui sont voilà, qui peuvent porter sur des sujets très différents, euh, parfois anecdotiques, parfois historiques, parfois vous avez voilà euh, un résumé de Phèdre, vous avez un peu l'histoire des armoiries de Racine, et tout le livre comme ça est construit par petits ou plus grands, on va voir. Et ce sont des miscellanées illustrées. Donc, il y a à peu près 180 entrées différentes sur toutes les facettes de Racine, mais aussi du contexte historique et du contexte littéraire. Et dans ces 180 entrées, il y en a qui sont tout à fait textuelles, complètement textuelles, d'autres qui sont textuelles avec de l'illustration. Là, vous avez les deux cas sous les yeux, mais aussi vous avez, on va le voir, je pense, vous pouvez peut-être montrer notre La Fontaine aussi, qui fera peut-être l'objet de quelques propos de Martine. Voilà, sur cette page-là, vous voyez une autre configuration. En fait, il n'y a pas deux doubles pages identiques dans leur maquette et dans leur contenu, évidemment. Donc, les articles peuvent faire maximum une ou deux pages. Là, vous avez une page sur Jean de La Fontaine, encore une entrée de lecture sur un des chefs-d'œuvre de Racine, un petit texte sur la façon de dire les vers à l'époque. Et tout ça bout à bout, ça donne finalement une connaissance à la fois assez joyeuse et assez complète du savoir sur Racine. Et c'est un livre qu'on peut lire aussi dans plusieurs sens, dans le sens que l'on veut. Donc ces miscellanées-là, c'est à la fois, si vous voulez, dans l'intention, c'est à la fois une volonté d'essayer d'être accessible à un public le plus large possible s'agissant de Racine, et aussi une façon de se démarquer par rapport à d'autres livres peut-être plus classiques qui ont leur apport ils ont chacun leur apport, mais des miscellanées en biographie, à ma connaissance, ça n'existait pas. Donc, Martine est intervenue pour La Fontaine. Alors, voyez une autre double page, justement, où on peut peut-être parler, si vous le souhaitez maintenant, d'un petit peu de l'iconographie.
Donc Martine est l'autrice, hein, elle est l'autrice de tous les textes. On a travaillé aussi en équipe pour le choix des sujets et aussi justement à propos de l'iconographie que je fais moi-même et qui permet parfois aussi d'être des entrées à part entière. C'est-à-dire que la plupart des sujets sont des sujets peut-être plutôt textuels au départ et qui peuvent être illustrés, mais certains sujets sont des sujets purement iconographiques en fonction de mes recherches et de mes trouvailles. Alors, pour cette iconographie, on a deux sources principales. Comme on travaille avec la plupart du temps, quasiment, ou même la plupart du temps, oui, avec, en partenariat avec soit des musées, soit des maisons d'écrivains, on travaille donc aussi de concert sur l'iconographie et les musées, ces maisons peuvent nous mettre à disposition aussi leur base de données, ce qui est souvent très intéressant pour sortir aussi des sentiers battus. L'autre source, ce sont les grandes plateformes muséales qui ont numérisé leurs fonds comme en France, Paris Musée, par exemple, qui regroupe beaucoup de visuels libres de droit et qu'ils ont numérisé et dont on peut avoir un accès gratuit en haute définition. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour nous. Donc Paris Musée pour la France, mais il y a aussi les grands musées américains et aussi hollandais, justement, le risque, qui permettent de mettre leur collection à portée de tous. Et on peut faire aussi des trouvailles assez intéressantes dans leur immense base de données. Donc, l'iconographie, les visuels, évidemment, ne sont pas forcément d'époque. Pour le XVIIe siècle, ça se comprend. Plus on avance dans le temps, plus voilà, on dispose de plus d'iconographie, mais c'est pas gênant. C'est-à-dire qu'en fait, comme nous, on s'intéresse aussi à la postérité de ces écrivains. En fait, c'est très intéressant aussi de donner à voir hein, de l'iconographie des siècles jusqu'aujourd'hui pour étudier l'évolution de l'image de l'étudiant, de l'écrivain, les différents supports. Évidemment, par exemple, au XIXe siècle, c'est intéressant parce que la plupart des écrivains ont connu l'apparition de la photographie. Donc, on peut avoir à la fois des gravures, des photographies. Alors, pour Racine, quand on a des photographies, c'est évidemment dans les siècles plus récents, mais ça peut faire sens de toute façon, ou par exemple à travers la publicité les produits dérivés, d'avoir de l'iconographie récente. Sur la page précédente, on avait par exemple un sujet vous avez peut-être vu, la lorgnette. C'était une lorgnette du 19e siècle que je trouvais très très belle en tant que telle et qui avait du sens par rapport à Racine, puisqu'elle était décorée par des scènes de différentes tragédies raciniennes. Voilà ce que je peux vous dire. Peut-être si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Dominique. On va laisser la parole à Martine pour compléter et puis on ouvrira le débat. Merci beaucoup. Martine? On vous entend pas. En fait. Ah Voilà, voilà, c'est ça parfait. avait coupé du coup. Voilà. Je suis loin et j'espère que la connexion va être stable. Donc merci beaucoup déjà pour votre invitation et cette proposition de présenter cet ouvrage. Donc moi je suis toujours un petit peu gênée d'être devant vous parce que ben voilà, moi je suis pas du tout une spécialiste, je suis pas une chercheuse sur Jean Racine, hein. Je suis prof et comme tel, moi, mon souci était c'était plutôt un souci pédagogue de rendre accessible Racine. Donc, j'avais effectivement commencé avec La Fontaine. Comme vous l'avez fait remarquer, La Fontaine, Château-Thierry, on tombe dedans tout petit. Ça fait donc très longtemps que je travaille sur
La Fontaine. Et après avoir fait ce premier ouvrage sur La Fontaine, donc Dominique, enfin ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire un Racine. C'est quand même notre voisin, hein. Il y a 35 kilomètres entre Château-Thierry et La Ferté-Milon. Il y a une familiarité. Il y a aussi ce contexte du XVIIe siècle, hein. Plus je creusais, plus je me passionnais sur le fait qu'en fait, nos deux gens ont des vies absolument parallèles. Ils fréquentent les mêmes milieux, ils vont au même endroit, et ils ont à peu près le même type de vie, même s'il y a des grandes différences. Et voilà, quand avec Dominique, on s'est dit qu'il fallait faire un Racine, elle m'a proposé de le faire et ça a été un plaisir pour moi de travailler pendant là 2 ans sur Racine pour écrire cet ouvrage. Alors, les spécificités, c'est que, comme elle le disait, hein, je travaille pas seulement sur Racine au XVIIe siècle. On a beaucoup réfléchi à la présentation. Vous avez vu, par exemple, les tragédies, on les présente un petit peu comme sont présentés les films sur Allociné. Voilà, avec des étoiles, des petites choses comme ça. Cette idée d'avoir une présentation très contemporaine. Et puis, on va jusqu'à parler. Alors, on glisse quelques petits jeux. L'idée est que ce soit accessible à des élèves de fin de collège, début lycée, donc toujours très accessible, et puis d'aller aussi sur donc la postérité. Euh, Dominique a insisté dessus, mais on y va sur le miscellané permet des petites choses comme ça, des incursions. Par exemple, je ne sais pas, le nombre de rues qui portent le nom de Jean Racine ou des choses un petit peu, alors tout à fait anecdotiques, mais qui sont amusantes à piocher puisque cet ouvrage, bien, c'est un ouvrage, voilà, c'est pas une lecture linéaire. On pioche allègrement dedans et vraiment pour le plaisir. Voilà, je dis toujours, vous pouvez le mettre dans une salle d'attente, vous pouvez le mettre dans des endroits sur la table du séjour, on peut juste passer et lire 5 minutes et apprendre quelque chose. Donc peut-être vous, spécialistes, allez y voir des grandes choses certainement à revoir, mais là encore, n'hésitez pas non plus à nous faire des retours parce que en cas de réimpression, on fera des modifications et, et voilà l'essentiel de ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez des questions Oui. particulières ou... Merci beaucoup, Martine. Merci à toutes les deux. Je commence avant d'ouvrir le débat, juste par vous féliciter parce que c'est effectivement un ouvrage très original, mais tout en étant original dans le format, en réalité, plus que pertinent, vraiment très. On voit la 17e qu'il y a derrière, on voit que vous avez vraiment travaillé les sources, que vous avez ce souci de mettre au contact aussi du lecteur les textes. Donc je trouve que c'est vraiment une invitation à la fois à approfondir la vie de Racine et ses œuvres. Donc c'est avec beaucoup, très informé. Donc je trouve vraiment que vous n'avez pas à vous sentir... au contraire, je trouve que c'est vraiment un ouvrage formidable. Moi, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est effectivement l'iconographie. Au-delà du choix de... Alors, juste pour ceux qui n'ont pas encore l'ouvrage entre les mains, c'est vrai que c'est un ouvrage qui ne se lit pas de... Il n'y a même pas de... Si, il y a des numéros de pages, mais en fait, on va dans le désordre. Il y a même les pièces que vous présentez, vous les présentez jamais en ordre chronologique. Et dès qu'on ouvre la quatrième de couverture, on a 4 parcours qui sont proposés. Donc, Mm. je vais juste revenir avec vous rapidement sur le choix de ces parcours. Donc, les 4 parcours, c'est au théâtre. Donc, c'est un parcours qui va au-delà de Racine, finalement, qui introduit au monde du XVIIe siècle, au monde théâtral du XVIIe, avec beaucoup de précision. Un deuxième parcours qui est le vers racinien. Donc, là, on a le Racine poète, avec des incursions vers un Racine moins connu, hein. Donc, c'est vraiment très érudit sur les poésies de Racine en début de carrière, avant même qu'il l'écrive pour le théâtre. Un troisième parcours du côté de Port, que vous avez appelé du côté de Port-Royal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vous reprenez un peu l'idée, qui est une idée répandue, mais qui est une idée probablement plus que justifiée, que en fait, Port-Royal, c'est la famille de Racine. Donc, dans cette partie-là, si je ne me trompe, dans ce parcours-là, vous avez beaucoup d'informations sur Port-Royal, sur son éducation, etc., y compris des choses auxquelles même des spécialistes, moi j'ai découvert des choses, hein, sur les horaires très précis qu'avait Racine
à Port-Royal, il se réveillait à 5 heures, il déjeunait à 11 heures. C'est des choses que on n'a pas forcément, donc très, très précis. Mais c'est aussi en fait un prétexte pour parler de sa vie, hein. Donc c'est les membres de sa famille, etc. Et puis un quatrième parcours sur Racine le roi, donc le rapport au pouvoir, etc. Ces quatre parcours, en fait, vous les organisez. Alors, on peut pas montrer, mais ceux qui auront le page entre les mains le comprendront. En fait, vous avez toute une série. Votre ouvrage est organisé en petites fiches numérotées, et donc vous renvoyez toute une série de numéros. Par exemple, sur le vers racinien, vous avez la fiche 21, 26, 27, 53, 68, etc. Et donc, en fait, on peut faire une lecture. Si ce qui nous intéresse, c'est uniquement le vers racinien, on peut prendre l'ouvrage et aller chercher les 10, 12 fiches qui sont consacrées à ça. En revanche, on peut toujours ouvrir l'ouvrage et aller au hasard. En fait, ouvrir au hasard, se laisser guider par les images. Et donc, c'est une façon aussi de procéder. Donc, je trouve que c'est extrêmement original et extrêmement intéressant pour l'iconographie en particulier, par ailleurs. On retrouve des images classiques, mais on retrouve aussi des images qu'effectivement, on se demande où est-ce que vous les avez trouvées. Donc voilà, la première question, c'était très large, hein, c'était comment vous avez choisi ces quatre parcours, qui ne sont pas exhaustifs, hein, il y a plein de fiches qui sortent des parcours. Pourquoi ces quatre parcours? Pourquoi pas d'autres? Voilà, donc je vous laisse répondre l'une des deux, hein, ou toutes les deux, comme vous voulez. Je vais laisser Martine répondre. C'est simplement juste effectivement c'est un principe qu'on retrouve dans l'ensemble des titres de cette collection. Et c'est effectivement une des façons possibles de lire, comme vous l'avez dit, soit thématiquement, soit dans le désordre. Il y en a une troisième qui est que il y a quand même, on a pitié aussi des personnes qui cherchent quelque chose de précis. Un personnage, un nom, etc., et qui ne le trouveront pas puisque l'ouvrage n'est pas chronologique. Et donc, il y a un index qui est quand même, qui se veut en tout cas assez fourni et qui permet un autre type de lecture. C'est Martine. vrai, vous avez raison. Vous avez raison, Mm. j'avais oublié de remarquer. Alors les parcours que j'ai choisis, eh bien j'ai regardé déjà là où il y avait le plus d'entrées pour que ça fasse un Ouais. parcours cohérent. Et puis je voulais éviter de faire un parcours tragédie ou des choses comme ça. J'ai essayé de chercher des choses vraiment très transversales. Voilà, Port-Royal parcourt l'œuvre de Racine quasiment depuis le début jusqu'à la fin. Donc c'était un parcours intéressant. Le parcours sur le théâtre permettait également de parcourir l'essentiel de sa vie. Donc, c'était pour moi particulièrement pertinent. Vous citez aussi le parcours sur le vers. Donc là, c'était plus pour parler de l'œuvre, puisque aussi, on n'a pas précisé, mais il y a aussi un certain nombre d'interviews dans cet ouvrage. Donc, il y a notamment, j'essaye aussi de faire des interviews variées. Il y a l'interview de vous, Monsieur Allonge, donc le côté universitaire. Il y a Madame Plasnet, qui m'a donné aussi une interview avec une autre vue. On a parlé davantage de Port-Royal. Il y a une interview de comment s'appelle-t-elle, spécialiste de l'histoire de la Ferté-Milon, pour donner un petit peu, savoir les traces de Racine à la Ferté-Milon. Et puis, il y a aussi l'interview de Daniel Mesguich, donc cette fois d'un interprète, qui m'a beaucoup parlé de la façon dont lui interprète le vers racinien. C'était très intéressant. Et puis également du fondateur du musée Racine, Monsieur Ferté. Ferté, voilà, Michel Ferté, donc qui nous a aussi soutenus depuis le début. Voilà, donc il y a aussi ceci dans le parcours, et donc le vers, il y a l'aspect d'écriture, et il y a aussi l'aspect de dire le vers. Et puis il y a le roi aussi pour aborder toute la société. Ouais. Donc il y a aussi, tu as choisi aussi les rapports avec le roi, ce qui Avec nous le pouvoir. parle Mm. de l'histoire. J'ai un autre aspect qui m'a. Après, je promets qu'on ouvre aux questions. Et un autre aspect qui m'a frappé, c'est la tentative systématique, que je trouve plus que louable, d'une certaine façon, si vous me permettez le jeu de mots, d'enraciner Racine. Mm. C'est-à-dire que Racine, on considère toujours un poète qui est un poète national, etc. Alors que d'autres auteurs, La Fontaine, mais Corneille aussi, on l'associe très, très rapidement à Rouen. Par contre, Racine, presque personne
alors, les non-spécialistes ne savent même pas qu'il est né à La Ferté-Milon, ne savent même pas où c'est. J'ai un souvenir personnel au premier article que j'ai, c'est une anecdote mais qui est significative. Le premier article que j'avais envoyé à une revue sur Racine, moi j'aime bien justement l'appeler pour varier un peu l'auteur de La Ferté-Milon. Et l'article m'avait été renvoyé en disant ça se fait pas. Donc il y a une vraie résistance, y compris sur le plan académique, à cette idée que Racine appartiendrait donc d'une certaine façon à la province, hein, si je provoque exprès. Et là, ce que vous faites, ça peut paraître déroutant, mais je trouve absolument passionnant. Alors vous allez peut-être nous expliquer, vous avez probablement travaillé beaucoup avec Racine et son terroir, mais vous mettez systématiquement des allusions à la Ferté-Milon. Vous mettez même, et je trouvais ça très courageux, donc d'un côté, vous avez, je ne sais pas si je peux montrer, mais non, on verra rien, mais peut-être, vous Si. avez une carte sur l'un des deux côtés de la quatrième de couverture. Vous avez une carte de la Ferté-Milon avec les lieux raciniens qu'on arrive à reconstruire plus ou moins, le musée, la maison où il a grandi, l'église où il a été peut-être baptisé, la maison de ses grands-parents maternels, là où il a fait le catéchisme, etc., etc. Donc, c'est juste l'un des aspects qui tente de enraciner Racine, mais c'est systématique dans l'ouvrage. Voilà, donc je voulais vous demander, est-ce que c'était un parti pris? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes arrivé par hasard? Ou est-ce que c'était un projet initialement conçu comme ça pour justement tenter de remettre Racine dans ses lieux d'origine? Oui, c'est une véritable volonté hein, pour nous de lier, bah, déjà de lier avec le musée, comme le disait Dominique tout à l'heure, et donc de le lier aussi au terroir. Et puis, pour moi, en fait, qui suis également hein, de cette région, ça a tout à fait du sens, puisque on voit quand même Racine revenir plusieurs fois, d'être toujours en contact avec sa sœur. C'est quand même aussi une terre qui l'a formée. On le voit aussi revenir, je crois, à Château-Thierry avec Jean de La Fontaine. Donc, ce sont quand même des endroits qu'il fréquente. On voit dans la correspondance avec sa sœur qui demande régulièrement aussi des nouvelles des gens de la Ferté-Milon. Donc, je pense que c'est un ancrage important pour lui. Même parti, c'est quand même là aussi qu'il fait élever ses enfants. Voilà, pour moi, c'est aussi un homme de la Ferté-Milon. Et vous le montrez très bien, par exemple, avec vous mettez sur une page entière, je crois, le testament de Racine, Mhm. dans lequel il fait allusion au fait qu'il a une pensée, c'est pas exactement peut-être le testament, mais c'est l'une des dernières volontés. Il Oui, a c'est une ça. Ouais. pensée pour sa nourrice de la Ferté-Milon, Oui, hein, auquel il laisse de l'argent, etc. Donc effectivement, vous montrez que ce lien-là, finalement, il ne s'est jamais cassé hein, avec la Ferté-Milon. Avec Port-Royal, on le dit souvent, mais avec la Ferté-Milon aussi, en fait. Il a une pensée pour la Ferté-Milon Mhm. jusqu'au bout. Et je trouve ça Oui, passionnant. puisque sa nourrice qui était juste à côté, à Sillery, là, il lui donne 4 francs par mois, il a demandé à sa sœur de lui donner ces fameux 4 francs par mois. Et je trouve ça, oui, je trouve ça touchant, cette volonté. Après, quand il s'occupe aussi des affaires de son beau-frère, on voit qu'il reste un ancrage fort, hein, certainement un besoin aussi de cet ancrage qui garde tout au long de sa vie. Enfin, c'est une de mes interprétations personnelles, mais oui, je pense qu'il y a ça. Et ça ouvre effectivement des perspectives, parce que la nourrice, finalement, on pense tout de suite à Œnone, on se dit combien de cette nourrice de la Ferté-Milon est dans Œnone? On pourrait se poser la question de façon contrefactuelle. Euh, voilà, est-ce que on peut ouvrir au débat, hein, si vous avez des questions? Je ne sais pas si quelqu'un a eu l'ouvrage entre les mains. Il est sorti assez. Juste pour revenir Oui. peut-être sur l'affaire Timilon, c'est juste, en fait, effectivement, je crois que ça fait partie de notre ADN aussi d'incarner les personnes, enfin d'arriver à l'œuvre par leur vie personnelle et donc par leur terre. Et que quand on a la chance d'habiter, comme tu disais Martine, à une trentaine de kilomètres du seul musée au monde, je crois, consacré à Racine, ou je me trompe peut-être, je serais ravie de le savoir, mais jusqu'ici c'est ce que je pensais, ou ce que je pense. Je crois qu'il faut aussi, voilà, je trouve, c'est mettre en lumière cette initiative, cette émulation qu'il y a autour de Racine et qui n'est sans doute pas assez importante en France.
Alors, est-ce que c'est le seul musée au monde? Peut-être qu'aux États-Unis, il y a une ville qui s'appelle Racine et Ben, je ne sais pas, justement, j'ai pas trouvé. Alors, ok. C'est rare quand même, les musées Racine. Alors, une question pour Madame Brisson, pour l'éditrice. Vous avez aussi une collection vive, Victor Hugo, vive Oui, Molière, etc. oui, C'est l'âge du lecteur qui fait la oui. différence? Oui, tout à fait. La collection vive, elle s'adresse plutôt. Alors moi, je me place en dehors des catégories vraiment scolaires, mais il se trouve que elle s'adresse plutôt à des. Ça dépend un petit peu des personnages, hein, des écrivains, mais entre 9 et 13 ans, ce qui fait que c'est plutôt collège. Voilà. Et effectivement, c'est un petite sœur ou un petit frère de cette première collection là sur lequel qu'on l'on présente ce soir. C'est aussi un petit peu le même esprit miscellanée, c'est-à-dire effectivement une lecture plaisir, une lecture facile dans l'ordre que l'on souhaite. Mais comme c'est pour les enfants et que on a quand même réussi à aller jusqu'au bout du parti pris d'illustrer comme le grand frère uniquement par des documents et des archives. Et que pour les enfants, c'est pas forcément toujours très appétissant. On a quand même réussi à mettre des documents, mais qu'on anime beaucoup avec de la maquette et des couleurs. Voilà, donc effectivement, on travaille. Alors certains écrivains sont dans les deux collections. La Fontaine, en l'occurrence. Racine, je crois que je ne vais pas oser. Euh, je- J'avoue que je crois que je ne vais pas oser. Victor Hugo sera dans les deux bientôt. Pour le moment, c'est que pour les enfants. Ça dépend un petit peu quand même, de la maturité des lecteurs. Gilles, peut-être. Oui, juste une petite mention pour les lieux justement dont on a parlé, la Ferté-Milon. Le colloque du tricentenaire précisément avait eu le souci de parcourir les lieux et c'était terminé à la Ferté-Milon, hein. Il y avait la dernière journée du colloque a eu lieu à la Ferté-Milon et cet enracinement me semble aussi intéressant pour réfléchir sur comment dire. Quel français le jeune Racine a pu entendre. Ah, Et c'est un français du Nord, hein, de langue d'Oil et pas de langue d'Oc. Et c'est aussi une donnée importante dans les débats sur la diction baroque, sur la manière dont le vers pouvait être prononcé, que d'identifier le lieu d'origine des dramaturges, hein. Rouen pour Corneille, La Ferté-Milon pour Racine, par distinction. D'autres dramaturges, un certain nombre qui sont du Sud, et là, il y a et du coup, avec Racine, son expérience à Uzès lui donne accès. Il lui dit qu'il est dans une langue étrangère, hein, totalement. Et Uzès, pour le dire, il n'y a pas de musée à Uzès, mais il y a des lieux raciniens hein, qui ont été bien marqués par la ville. Donc c'est assez intéressant, je trouve, l'insistance que vous donnez au lieu d'origine et au lieu parcouru. Un écrivain, un homme comme Racine, sensible à la langue et le français du XVIIe siècle est évidemment un français très varié, très, très multiple, et il en a parcouru un certain nombre. Je crois que c'est intéressant de le savoir quand on s'apprête à entendre une de ces pièces et quand un acteur se prépare à prononcer du Racine en quelque sorte. alors, vous parliez d'Uzès et effectivement, on a consacré une page à Uzès avec les photos de la maison, Magnifique, magnifique. Ouais. qui est encore sur la place de l'église et où a vécu Jean. Et puis toute la réflexion aussi que vous faites sur les portraits, qui est, je trouve, extrêmement intéressante, parce que vous mettez, vous comparez un peu les portraits et vous, alors vous révélez peut-être pour les non-initiés le fait qu'en réalité, la plupart de ces portraits dépendent tous d'un portrait de départ, qui est le seul vrai, véritable portrait de l'époque de Racine, et tous les autres sont en fait des constructions a posteriori
qui ne reflète pas le vrai Racine. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on ignore souvent, hein, mais je sais même plus ce qu'on a mis nous sur le site du CIGR. On a peut-être choisi le bon, je me rappelle plus, mais c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on ne voit pas dans la biographie de Forestier, par exemple. On peut pas le voir parce qu'il y a quelques images, mais il n'y en a pas. Là, avec cette vague immense d'images, vous mettez vraiment, vous faites revivre hein, finalement. Et donc, une question sur la comparaison avec le travail sur La Fontaine. Est-ce que vous me disiez, je crois, lors de l'un de nos échanges, que vous avez eu beaucoup plus de mal à trouver des images de Racine, finalement, d'un point de vue scolaire, après Racine. Oui, tout à fait. Alors c'est assez amusant parce que il y a pléthore d'images dérivées des fables et même des portraits de La Fontaine dans toutes les collections des grands magasins, les collections du bon marché, les collections, les images à collectionner. La Fontaine est partout, les fables sont partout. J'ai pu faire une exposition à Château-Thierry qui s'appelait La Fontaine fait sa pub sur les produits dérivés de Jean de La Fontaine. Et Jean de La Fontaine, ça ne s'est jamais arrêté en fait. Ça a commencé au XVIIIe siècle. On représente de La Fontaine et des fables partout, dans les bâtiments, dans les maisons, sur les murs, les tapisseries, les fauteuils. Enfin, c'est incroyable. Au XIXe siècle, c'est les assiettes, ça rentre dans toutes les maisons. Et puis après, c'est les objets publicitaires à partir de la fin du XIXe. Et je m'attendais à trouver beaucoup de choses également sur Racine, puisque ça fait partie de nos classiques au même titre Racine que La Fontaine. Et en fait, là, j'ai énormément peiné. J'ai énormément peiné. Alors, je trouve quelques cartes à collectionner, je trouve quelques bustes, quelques médailles, mais ça n'a rien à voir en quantité par rapport à ce que je trouve de La Fontaine. La Fontaine, on le trouve, je sais pas, enfin, on le trouve sur des boîtes en fer, sur des cravates, sur des boutons, sur des. C'est absolument impressionnant. C'est très joyeux. Et certainement, la difficulté que représente la tragédie fait que c'est un homme qui est beaucoup plus compliqué en fait à illustrer. Oui, tout à fait. La nature de l'iconographie, en effet, comme tu dis, est différente, puisque avec La Fontaine, on avait peut-être des choses beaucoup plus colorées aussi, hein, et beaucoup plus vivantes à travers les fables qui ont une histoire de l'illustration de 4 siècles. Et ça, c'est un vrai régal de montrer toutes les illustrations. Pour une fable, il y a pléthore, ne serait-ce qu'une fable. Après, Racine, effectivement, c'est la tragédie. Et d'une part, c'est beaucoup moins parlant hein, comme iconographie. Ensuite, c'est beaucoup plus sérieux. C'est plutôt des gravures, c'est beaucoup moins coloré. Donc, on a une nature d'iconographie très différente. Et en effet, dans la démarche de vulgarisation, c'est sans doute plus facile de mettre en image un La Fontaine qui est plus concret, qui donne lieu à des sujets qui sont plus concrets, peut-être plus prosaïques d'ailleurs, que d'un Racine qui est très subtil, qui a des rapports compliqués avec la religion, et ça n'appelle pas facilement. Voilà, un Port-Royal, c'est quand même assez difficile, son rapport à Dieu, etc., à exprimer en images. Donc, du coup, c'est intéressant d'ailleurs parce que pour nous, faire comme tu disais, c'est tout à l'heure, Martine, de livres sur la même période, hein, parfaitement, quasi parfaitement, c'est compliqué au niveau iconographique et j'avais peur qu'on redonde et en fait assez peu. C'est deux univers différents et en ouvrant les deux livres, je pense que rien qu'avec l'iconographie, on sent la personnalité différente de ces deux écrivains. Et pour revenir globalement parce qu'il y a aussi des jeux, hein, ici et là, vous mettez des jeux. Alors, il y en a que je n'ai pas réussi à faire moi-même. Le jeu des contre-pétris, j'ai pas réussi à- donc, il Et y en a qui sont, pourtant, on a simplifié jusqu'au bout, mais il y en a qui sont pas évidents. Euh, et finalement, on se pose la question, à qui s'adresse cet ouvrage? Hein. Parce que finalement, on peut y voir énormément de public.
Ouais, Pour ouais. vous, en tant qu'éditrice, et pour vous, Martine, en tant qu'autrice, pour qui vous avez écrit ce livre, finalement? Ah, Alors, en tant qu'éditrice, alors justement, moi, je suis quelqu'un d'experte en rien. Je, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais je ne suis experte en rien. Et du coup, c'est sûr que ça, dans ma façon d'avoir monté la ligne éditoriale de la maison d'édition, ça se retrouve. C'est-à-dire que moi, ce que je souhaite, c'est atteindre un public des lecteurs qui s'intéressent à tout. Et je ne veux pas exclure, bien entendu, et je suis ravie quand des personnes comme vous ce soir nous disent que finalement notre travail, on n'en a pas à en rougir. Donc moi, c'est une très belle reconnaissance. On ne veut pas pour autant, bien entendu, faire un travail très superficiel ou dire non, c'est pas pour les initiés. Je pense que c'est vraiment mon but de faire que les initiés peuvent, justement par ce regard différent, par ces angles différents, par cette façon de lire différemment et par cette abondante iconographie, y trouver aussi leur compte. Alors, si c'est le cas, c'est formidable. Mais en effet, c'était une intention de vulgarisatrice de s'adresser à un grand public. Je mets tout de suite le grand public quand même entre guillemets parce que c'est plus facile d'intéresser beaucoup de gens à La Fontaine qu'à Racine ou à Claudel. Donc il y a quand même un curseur hein, dans cette intention-là. Mais pour moi, alors justement, j'étais étonnée de la façon dont aussi dont le public, l'évolution en fait. Pour moi, c'était quand même une collection adulte, hein, vraiment. Et peut-être ce côté accessibilité a permis au livre de, comme je le disais tout à l'heure, à intéresser le secondaire. Voilà. Alors, si ça peut aussi intéresser l'université, mais pour moi, c'est très important ce côté joyeux, d'avoir quelque chose de joyeux, voilà, qui fait envie, qui est beau, qui est attractif, qui est ludique. Parce que moi, je suis en but voilà, toute la semaine avec des élèves parce que voilà, on étudie Phèdre et que c'est difficile et que c'est compliqué, qu'on comprend pas tout. Oui, mais c'est pas que ça non plus. C'est pas qu'une langue difficile. C'est aussi ce côté très joyeux. Et quand je fais des conférences, quand je fais des présentations, j'adore les gens qui viennent me voir en me disant ah, je suis content, je me souviens de vers, j'ai beaucoup aimé étudier Racine et le retrouver, c'est une manière de retrouver aussi ce qu'on connaît. Alors, rarement vraiment de découvrir, ou alors on en a entendu parler, mais on n'y est jamais allé, mais aussi de retrouver. Et j'aime beaucoup cet aspect-là et j'hésite jamais de caser des petits jeux. Par exemple, je m'amuse beaucoup à faire un petit jeu que je peux vous proposer d'ailleurs, hein. Je donne des citations et je demande si c'est du Racine ou du La Fontaine. Et c'est tout à fait intéressant parce que on voit en fait qu'ils ont exactement la même formation, la même maîtrise du vers de l'alexandrin. C'est fabuleux. Et c'est très difficile de savoir si un vers est un vers de fable ou un vers de tragédie. Je peux vous en donner quelques-uns. Allez-y, vous Alors, pouvez évidemment, tester. vous connaissez très bien l'œuvre de Racine, donc ça va être compliqué. Mais si je dis par exemple solitude où je trouve une douceur secrète, lieu que j'aimais toujours, ne pourrais-je jamais, loin du monde et du bruit, goûter l'ombre et le frais. Racine ou La Fontaine. Je songe en Et le habitant du pied. Mogol. Oh ouais, La Fontaine. Très bien. Je ne trouve qu'en vous je ne sais quelle grâce qui me charme toujours et jamais ne me lasse. Là, c'est du Racine. Oui. Ouais. Esther. Mais vous voyez quand même le même, on est Ouais. le même, même, même maîtrise du vers, quoi. Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. Fontaine. C'est du La Fontaine. La Fontaine, C'est oui. c'est 8. Et La Fontaine, la jeune veuve. Ah, J'en on va propose un continuer autre. jusqu'à ce que vous nous piégiez, parce que là, vous avez du niveau. Vous êtes trop forte, oui, je le savais, hein. Eh bien, Seigneur, eh bien, trouvez-vous quelque charme à voir couler des pleurs que font verser vos Oh, armes?
Racine, Racine. Ouais, Racine, c'est Alexandre, hein. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Il s'écrit en voyant finir ses destinées, quoi la Parque a tranché le cours de ses années. Oh, La Fontaine. Voilà, c'est La Fontaine. Voilà, enfin, voilà, j'en cite Non, mais quelques-uns c'est un comme bel ça et je trouve exercice, effectivement. C'est un bel exercice. je trouve ça fascinant. Et Oui. alors, évidemment, pour vous qui êtes spécialiste, c'est plus facile, mais je peux vous dire que ça, en fait, les gens ne se sont pas capables de distinguer un vers de fable, un vers de tragédie. Et je trouve que c'est vraiment, ça dit beaucoup de choses, en fait, sur euh, la façon dont enfin, les études des deux qui sont, en fait, tout à fait parallèles. Ils ont étudié de la même façon, ils maîtrisent de la même façon, ils sont poètes de la même façon. C'est certainement aussi ce qui les a rassemblés, ce qui a fait leur proximité et en même temps cette facilité, enfin cette possibilité d'exceller chacun dans un genre très différent ont aussi fait qu'ils n'ont jamais eu de concurrence et qu'ils ont pu rester amis, voilà, jusqu'au bout. Donc pour moi, c'est voilà le parallèle, je le fais constamment entre les deux hommes et je trouve que c'est l'un éclaire souvent la vie de l'autre à mon goût. Et est-ce que dans tout ça, l'éditeur, il trouve son compte? C'est-à-dire que lorsqu'on voit cet objet, qui est quand même un objet magnifique en feuilletant avec énormément d'images, et lorsqu'on sait, au moins dans le monde universitaire, qu'un éditeur vous demande des milliers d'euros dès que vous demandez quelques images, est-ce que, avec un ouvrage qui est totalement accessible à 20 euros, est-ce que vous y trouvez votre compte? Si c'est pas Alors, indiscret, bien sûr, on hein. parle sous alors maintenant, ok. Oui, parce que en fait, évidemment, l'image peut coûter très très cher et c'était un sacré pari. Et en fait, c'est un pari que jusque-là, là, je suis en train de finir le septième qui va porter sur George Sand. Et, euh, et en fait, dans ces 7 livres, j'ai réussi mon pari de ne pas, quasiment pas avoir de budget iconographique. Mais je vous ai donné, mais je vous ai Mm. donné le secret, hein. Le secret, c'est le partenariat. Bon, il faut aussi installer une confiance, hein, bien sûr. Le partenariat avec musée ou maison d'écrivain, c'est plus facile maintenant que le livre existe. Pour les premiers, c'était plus compliqué, mais le premier, nous étions quand même sur nos terres. Donc, ça s'est très très bien passé avec le musée Jean de La Fontaine et le conservateur. Et puis après, fort de ce livre qui effectivement a été quand même une réussite éditoriale, hein, Ouais. vous avez eu la gentillesse de nous dire que ça, il y a eu 3 réimpressions. Bon, ça donne pas quand même des millions de livres parus, hein, mais pour nous, on s'y retrouve. Oui, on s'y retrouve. Nous, en fait, pour que on commence à gagner sur un livre, en fait, le premier tirage, en fait, l'éditeur arrive à se rembourser. Ok. Voilà. Même si il n'a pas payé beaucoup de frais iconographiques, hein, mais il y a des frais aussi. L'impression coûte cher, j'imagine, avec toutes ces Alors, images. l'impression coûte cher parce que vous l'avez dit, il y a du papier de création sur la Ouais, couverture à rabat. À l'intérieur, pour ceux qui connaissent un peu le c'est beau, ouais. papier, c'est du papier bouffant qui est aussi un papier cher. Ça, on y Ouais. tenait absolument à ce que ce soit un beau petit objet, mais pas non plus un objet genre beau livre. Voilà, comme on disait, c'est un objet pratique aussi Maniable, ouais. qu'on veut, voilà, qu'on veut familier, mais qui attire un peu l'œil et avec une maquette de couverture qui est, voilà, qui attire l'œil parce que on met du noir et blanc avec une touche de couleur. Là, on sait qu'on fait pas comme tout le monde. Mais effectivement, pour parler économie du livre, avec ce partenariat avec le musée, plus finalement maintenant ma connaissance assez importante petit à petit des musées et c'est formidable cette tendance, mettent de plus en plus à disposition des publics et même des éditeurs gratuitement leurs visuels, des visuels de très bonne qualité en haute définition, avec des cartels qui expliquent bien. Et donc, en plus, ça diminue c'est très vertueux, en fait, parce que ça fait connaître leur collection et en plus, ça diminue les risques d'erreur.
puisqu'ils font tout le travail de référencement. Ouais. Et donc, avec ces deux secrets-là, bah, vous pouvez peut-être Mm. faire un livre dans lequel vous vous y retrouverez. Cela dit, on est une petite maison d'édition indépendante. Alors, on est diffusé nationalement, quand même, je tiens à le dire. On a un diffuseur-distributeur. C'est jamais très, très, très facile. Mais pour Racine, il faut encore persévérer parce que le livre est jeune. Il a 3 mois. Et puis, avec Racine, enfin, personnellement, je me doutais que nous n'aurions pas forcément le même sujet, même succès public qu'avec La Fontaine ou Colette, par exemple, hein. Mais je pense que ça tient la route, hein, Parce que La économique. Fontaine a été aussi traduit en allemand, hein, c'est ce que j'ai compris, c'est ça? Oui, Oui. on a eu la chance d'avoir été remarqué par une traductrice qui est tombé aussi un petit peu amoureux du livre et de la formule, et qui a pris le risque de traduire le texte sans avoir d'éditeur. Et en fait, c'est elle qui nous a amené un éditeur qui a donc, à qui on a cédé les droits. D'accord. Alors, j'ai des demandes très fortes du musée Jules Verne pour une traduction anglaise parce que là-bas, ce livre, Ouais. voilà, est vendu comme des petits pains, mais qu'il y a de beaucoup de visiteurs américains et anglais. Après, c'est quand même, finalement, faire traduire un livre, ça coûte aussi, ça me coûtera plus cher que l'iconographie, vous voyez. Donc, Avec l'intelligence artificielle, peut-être que. il n'en est Pourquoi pas? absolument pas question. Et moi, j'ai une dernière question, mais laissons d'abord s'il y a encore des questions du public. Non, la question de l'iconographie, c'est vraiment intéressant pour distinguer La Fontaine et Racine, parce qu'il y a bien une iconographie racinienne, mais elle n'est pas de l'ordre de la gravure, elle est dans la peinture. Hein, il y Oui, a un ouvrage qui a été. Et donc, c'est de la grande peinture qui passe une des pièces le plus souvent représentées, mais elle n'est pas que racinienne, c'est Esther. Donc, les scènes, même par exemple au château de la Roche-Guyon, il y a des tapisseries des Gobelins qui ont été commandées, qui sont affichées. Et quand on voit ça, on a l'impression d'avoir une représentation entre peinture et théâtre. Donc il y a bien une image, mais qui renvoie au fait à la pratique des deux auteurs. L'un est dans un genre majeur, donc c'est de la peinture. L'autre est dans un genre mineur, c'est de la gravure. Et la gravure, c'est vraiment très intéressant au XVIIe siècle parce que c'est l'équivalent pour l'image du livre de poche. C'est ce qui se diffuse en noir et blanc de manière peu coûteuse et qui est multiplié. Donc c'est pas étonnant que La Fontaine ait une vie dans la gravure. Et je trouve très 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 intéressant. Une chose que je voudrais dire, avoir vu les images du livre et à vous entendre, c'est que sans doute une des raisons du succès de votre collection, c'est que vous êtes en parfaite phase avec l'attention contemporaine. Hein. Alors, on attrape l'attention des jeunes par l'image. Hein. Nous aussi, universitaires, on peut les amener à la tragédie en passant par le cinéma ou par des... Et donc, ça me semble vraiment très intéressant, cette façon de faire. C'est une sorte de petite encyclopédie aussi. absolument. Et l'encyclopédie au XVIIIe siècle, c'est pas qu'un ouvrage de savant, c'est aussi une attraction de la curiosité. Et ça, je suis très, très sensible à votre démarche. Elle s'adresse à la curiosité. Et ça, c'est une ressource infinie parce que quand on dit que les jeunes ne s'intéressent pas à Racine, oui, c'est vrai, quand on arrive dans une salle de théâtre, ils murmurent, ils rigolent, mais en général, au bout d'une trentaine de vers, ils écoutent. Hein. Et ça, c'est, je trouve, une très belle démarche, ces parcours, cette liberté fondée sur la curiosité de chacun. C'est vraiment... Merci. Ben merci, ouais, merci pour cet hommage. Je pense que quand on est, moi, toute ma vie, j'ai essayé de faire de la vulgarisation de qualité. J'ai rencontré pas mal d'écueils, en fait, notamment des milieux muséaux, des conservateurs de musées, etc. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir à comment concilier effectivement toute cette science, tout ce savoir précieux
mais aussi pouvoir faire l'interface vers le public, vers les moins lecteurs, vers les très curieux. Et c'est le fruit de ce travail et de ces démarches que j'ai essayé de mettre, voilà, de mettre en œuvre dans cette collection. Merci pour ce que vous avez dit. Et puis, alors, si, il faut quand même que je dise aussi que il y a une difficulté dans cette démarche et pour justement euh, creuser ce parti pris, cette intention de départ jusqu'au bout, c'est le choix des auteurs. Voilà. Parce que les auteurs de ces livres-là, ce sont un petit peu des ovnis hein, dans le monde du savoir. C'est-à-dire en fait, il faut à la fois, on ne transige pas sur évidemment la fiabilité du contenu, donc il faut à la fois être expert de contenu, il faut à la fois être rigoureux et il faut aussi avoir le sens, comme là, évidemment, Martine, vous vous en êtes rendu compte, le sens de la fantaisie, du jeu. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas non plus euh, que ça devienne un cahier de vacances, mais cet esprit de vouloir titiller le lecteur, parfois par voilà, des moyens qui ne sont pas toujours très académiques, hein, des anecdotes, des jeux, des quiz, des listes qui sont au cœur du principe des miscellanées. Tout ça nécessite au niveau rédaction une technicité qu'on n'imagine pas. Y compris les auteurs qui sont candidats à cette écriture. C'est-à-dire avec Martine, pour le premier, ça a été un gros travail de trouver le bon ton, le bon style, le bon niveau de vulgarisation, jusqu'où on pouvait aller trop loin dans une certaine, voilà, une certaine gaieté par rapport au sujet, sans nous dévaloriser nous-mêmes. Parce que c'est assez facile de dire oui, oh, ça, franchement, ça fait pas très sérieux. Donc, on s'est pris très au sérieux pour faire quelque chose de plus grand public possible. Et ça, techniquement, c'était difficile au niveau rédactionnel. Vous savez bien, vous, que c'est difficile déjà quand on a aussi une formation universitaire de d'écrire court. Vous savez bien que on nous apprend à l'université à amener la formation comme ça de façon étape par étape et c'est pas comme ça dans ce livre-là. Dans ce livre-là, dans cette collection-là, on va droit au but. C'est plus journalistique. On va droit au but et après on développe. Et on met des titres qui sont un peu des titres journalistiques aussi parce que il y a quand même le côté attractivité, et on est obligé. Voilà. Et ça, je pense que pour moi, c'est très précieux aussi d'avoir des auteurs qui, comme Martine, savent écrire court et comprennent bien qu'il y a aussi des recouvrements entre les différents. Je vous ai dit qu'il y avait à peu près 180 entrées de lecture, mais là où ça devient vraiment du sport, c'est que nous, on imagine toujours que le lecteur peut entrer dans la numéro un comme dans la numéro 180. Et donc, on est obligé d'avoir une certaine redondance Ouais. finalement. Quand on Mm. parle voilà, de Fouquet, on ne peut pas dire parce qu'on a fait un sujet entier sur Fouquet, on ne peut pas ne pas le présenter. Et ça, c'est tout un équilibre à trouver et pour ne pas être lourd et redondant non plus. Donc, je voulais insister aussi sur cette écriture très technique, euh, mais dans la bonne humeur et qui est censée, voilà, être accessible, agréable et procurer du plaisir en ne lâchant rien sur le contenu. Merci Je, je, beaucoup. Ouais. Allez-y, je, allez-y. je vois que Oui, un auditeur là publie un timbre-poste russe, mais il figure ah effectivement dans oui, l'iconographie, hein. On Ouais. a deux timbres, je crois, dans l'iconographie, dont celui-là, Oui. ou d'ailleurs.
Notre pauvre Racine a une drôle de tête, mais bon. Ça, Donc c'est ça, sûr. ça prouve bien que rien ne vous a échappé. Mais merci beaucoup à Xavi Souman pour l'envoi, effectivement. Tout à fait. C'est bien vu. Voilà. Euh, j'ai une toute dernière question parce que je crois, Martine, que vous avez Oui. voilà, il Le est là, voilà. il est là. Il est là. Vous avez un rendez-vous bientôt. Oui. Donc, toute dernière question. Je reprends le titre, Tout sur Racine ou presque. Est-ce que vous avez, est-ce qu'il reste du presque après votre travail? Est-ce que, voilà, il y a Ah, des c'est vous qui le regrets, direz, hein? des choses Oui. que... Non, est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a des choses dans tout... Vous avez dû faire des Oui. choix, j'imagine. Est-ce Bien qu'il y a sûr, Oui. des oui. choses que vous Ouais. auriez voulu mettre ou approfondir et que vous n'avez pas eu le temps de faire? Ah, bah, à chaque fois, il faut être court, il faut être concis. Donc, évidemment que il y a des sujets Dominique m'a dit non, ça peut-être pas, ou voilà, ou ça va être trop, ou moi, je me suis moi-même censurée en disant, ben voilà, c'est trop spécifique, trop technique. Donc, c'est un peu l'idée, mais j'ai envie de dire, tout ce qui manque, vous le voyez parfaitement. Pas grand-chose, honnêtement, pas grand-chose. C'est vrai que c'est vraiment un très bel Bah, c'est ouvrage. gentil en tout cas, je vous Ouais, remercie, vraiment. ça me Écoutez, fait on plaisir. va s'arrêter là pour respecter l'heure qu'on Oui, s'était impartie. Et encore un grand merci à toutes les deux pour cette belle présentation. Donc, on a enregistré. Si tout va bien et si on ne perd pas l'enregistrement, on devrait être en mesure de le mettre en ligne. Et comme ça, on pourra vous revoir et vous lire aussi dans vos prochaines éditions. Merci beaucoup Merci à et vous. merci beaucoup. très bientôt. Merci. Merci à vous, bonsoir. Merci beaucoup à toutes les deux et à tous nos Bonsoir. auditeurs également. Bonsoir. Merci. Au revoir. Au revoir.